Bonjour, la bienvenue à tout le monde à notre séminaire sur la trousse d'outils de mise en œuvre pour les petits nouveau-nés chétifs et malades. Où est le pouvoir? Introduisez-vous dans le chat. Merci à nouveau, la bienvenue à notre série de séminaires d'apprentissage. Je m'appelle Momzou Mzibalo, je suis l'une des collègues pour la trousse d'outils et nous sommes la bienvenue à notre communauté d'apprentissage de ce trousse d'outils des nouveau-nés. Nous voulons nous prendre soin des nouveau-nés. Le sujet d'aujourd'hui est très pertinent. Où est le pouvoir? Où se trouvent les solutions pour les soins de nouveau-nés petits et chétifs dans le contexte de panne de courant? En 2023, la trousse d'outils des nouveau-nés avait plus de 28 000 utilisateurs dans plus de 170 pays. C'est une communauté d'utilisateurs en essor et nous en sommes très heureux. Et pour vous joindre à la trousse d'outils et entendre les webinaires, les nouvelles et partager les outils et les idées, veuillez bien vous inscrire à la bulletin de nouvelles en dessous. Nous l'avons aussi en français. Lettre d'information, veuillez bien nous suivre sur les médias sociaux, Twitter, LinkedIn et Facebook. Prochaine diapo. Le sujet à nouveau, c'est où est le pouvoir, où sont les solutions pour les soins des petits et chétifs nouveau-nés dans le contexte des pannes de courant. Nous avons des événements très intéressants le 18 juin. Ce sera un webinaire du français vers l'anglais qui se concentre sur les crises pour les nouveau-nés les plus vulnérables. Le 30 juillet, nous avons un webinaire qui se concentre sur les soins néonatales au niveau mondial. Et le 6 août, nous avons pour la semaine de l'allaitement, nous avons un webinaire. Pourquoi est-ce que le lait maternel est encore plus important pour les nouveau-nés? Les bébés les plus vulnérables, veuillez bien vous introduire dans le chat. Merci. Merci Mbozu. Bonjour à tout le monde. La bienvenue au webinaire d'ici. Euh, je suis ravie d'introduire la modératrice pour aujourd'hui, Millicent Allo, qui est une ingénieure biomédicale pour Nest 360. Elle est la secrétaire générale au Kenya et est la membre de l'Alliance des ingénieurs au niveau mondial. Elle fait partie de la, du comité de révision pour des nouveau-nés. Nous sommes très heureux d'accueillir une animatrice tellement distinguée. Merci beaucoup. La bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Prochaine diapo. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, gère les pannes d'alimentation et les fluctuations dans et parler des solutions à notre disposition et certaines des façons dont c'est géré dans différents pays pour assurer que nous avons l'alimentation et survivre pendant les pannes de courant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, prochaine diapo. Nous aurons différents orateurs aujourd'hui, mais je vais commencer par vous donner une révision
des effets des pannes de courant et fluctuations. Je crois que tout le monde est conscient, c'est que l'électricité est nécessaire pour alimenter les services les plus basiques dans les établissements de soins de santé, à commencer par l'éclairage, les communications et la fourniture d'eau potable et une alimentation fiable aussi cruciale pour l'équipement médical utilisé dans tous les services, y compris l'unité des nouveau-nés, et une provision d'énergie fiable et un des vecteurs d'une couverture de santé universelle qui est notre objectif pour nous tous. Malheureusement, il y a une grande division entre la zone urbaine et la zone rurale, de par laquelle les établissements urbains de soins de santé ont plus d'accès à l'alimentation électrique et plus fiable que les établissements situés dans les zones rurales. Prochaine diapo. Alors, il y a l'une des publications qui a été faite par la OMS en 2023 et qui a été sur la base d'un test mené de 2015 à 2022, publié en 2023. Il y a une population qui n'a pas d'accès à l'alimentation ou à l'électricité, et il y a une grande population au niveau mondial qui n'a pas d'accès à l'électricité et un accès fiable. Si vous regardez ces données, vous verrez que 470 millions dans la zone subsaharienne n'ont pas un accès fiable à l'alimentation. Ça veut dire peut-être ils sont dans le noir, ou c'est une alimentation qui n'est pas fiable pour l'utilisation dans le cadre des d'établissements de soins de santé. 171 millions n'ont pas un accès fiable. Comment est-ce qu'ils soutiennent les dispositifs médicaux et les services de soins de santé sans accès à l'alimentation électrique fiable? Et quand vous regardez 237 millions en Asie du Sud n'ont pas non plus accès à l'alimentation. Donc à peu près 910 millions au niveau mondial n'ont pas accès à l'alimentation, ou en ont accès de façon non fiable. Avec ces données en particulier que je viens de partager, vous allez vous rendre compte qu'à peu près 1 milliard de personnes sont estimées d'être desservies par des établissements de soins de santé qui n'ont pas accès à l'alimentation électrique ou un accès non fiable. Ça veut dire que beaucoup de fois, il y a des personnes qui se rendent dans des établissements de soins de santé et ne reçoivent pas de soins du fait que de panne de courant, ou bien ils sont branchés à des dispositifs, mais ils décèdent du fait que le dispositif n'est plus alimenté. Donc, il y a énormément de choses à faire. C'est un appel à l'action pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, que nous avons des actions à faire pour nous assurer que nos établissements de santé sont alimentés, et que la population que nous desservons a bien accès au pouvoir. Vous voyez que il y a 12% de l'Asie du Sud n'a pas d'établissement de soins de santé avec accès à l'électricité. 15% en Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'électricité du tout. Et seulement 50% des hôpitaux en Afrique subsaharienne signalent un accès à l'électricité fiable. Donc, nous n'avons pas d'alimentation auprès de la population que nous desservons, juste du fait que nous n'avons pas d'alimentation électrique. Prochaine diapo. Le Nest 360, c'est l'un des programmes qui gère cet élément, qui prend cet élément très au sérieux, et a un tableau de bord qui peut signaler et surveiller les pannes de courant dans les établissements où ils sont en activité. Comme vous le voyez dans
Cette charte, vous voyez que chaque mois, nous avons un nombre d'établissements qui ont des pannes d'électricité. Si vous le regardez, vous verrez que c'est à peu près 50% des établissements ont des pannes de santé de courant tous les mois. Et ça pourrait être une panne d'une heure, d'une minute, d'une journée entière. Donc, l'alimentation n'est pas stable pour soutenir les dispositifs. Donc, nous sommes tous conscients que pas tous les dispositifs n'ont des systèmes de backup qui leur permettent de fonctionner quand même, ou des systèmes de sauvegarde qui leur permettent de fonctionner même en cas de panne de courant. Vous voyez ce qui est les données de TNES 360, ce qui indique qu'il y a un grand problème dans l'Afrique subsaharienne ainsi que toutes les zones couvertes par l'OMS en termes d'alimentation électrique. Donc, nous avons un nombre de solutions qui sont venues dans notre webinaire aujourd'hui. Nous allons regarder euh, les solutions. Nous aurons un des membres du panel qui vont parler des solutions, en particulier l'utilisation des panels solaires, l'utilisation d'un générateur d'alimentation de sauvegarde en tant que moyen d'alimentation alternative. Et nous allons aussi entendre parler de l'une des personnes qui va parler du système de surveillance ADLI qui peut surveiller en temps réel l'alimentation électrique et assurer que lorsqu'il y a une fluctuation de alimentation électrique, c'est enregistré. Donc, nous pouvons recueillir les données du système ADLI pour militer pour l'alimentation électrique qui est disponible dans les pays que nous desservons. Prochaine diapo. Sur ce, après cette introduction, je vais introduire notre prochain orateur, Padraig Kasserli, qui va nous expliquer les panels solaires. Padraig Kasserli, c'est un travaille dans le département de l'ingénierie électrique et d'informatique à l'Université de Washington de 2020 et à 2023. Il était un coordinateur à l'Université de Ibadan en Nigeria où il a établi un établissement d'énergie solaire. Il se concentre sur la technologie, la santé mondiale et l'atténuation de changement climatique. Je voudrais introduire Matraï Kasali sur comment installer les panels solaires dans nos établissements. Merci beaucoup, Millicente. Je suis heureux d'être parmi vous. Je vais parler de l'utilisation des panels solaires dans les unités des nouveau-nés. Je vais parler de la science de la production de l'électricité basée sur l'énergie solaire et je vais parler des composantes des systèmes électriques solaires et je vais expliquer pourquoi est-ce que les systèmes solaires sont importants et je vais parler du financement et des ressources à ce niveau pour les systèmes d'électricité solaire. Donc, il y a deux façons de se servir de l'électrique, de l'énergie électrique. La première, c'est l'électricité photovoltaïque solaire. Et la deuxième, c'est l'électricité solaire thermale. Euh, pour donc, je vais parler de l'électricité PV solaire. C'est l'engendrement d'électricité de matériel pour permettre à l'énergie solaire de produire du courant électrique.
pour vous clarifier comment les cellules solaires, ce qui est l'unité fonctionnelle d'un panel solaire, est fait d'un élément qui s'appelle le silicone. Je crois que c'est un matériel abondant sur Terre qui s'appelle un matériel semi-conducteur. Ça veut dire que ça a des propriétés de conducteur et d'insolation. Et ça peut être modifié euh, pour être utilisé dans différentes propriétés. Donc, ça peut être modifié entre deux niveaux et mis en sandwich entre deux matériaux. Un des niveaux ou une des couches est à s'appeler le N silicone qui est négatif. Et il y a aussi un type P qui est positif. Cette silicone modifiée est compressée et dansée entre ces deux couches. Il y a co- une branche électrique qui a un champ électrique. Lorsqu'une particule de la lumière frappe le niveau, la couche de silicone, ça déclenche des électrons qui peuvent se déplacer librement au sein du matériel et créer un courant d'électrons. Du fait qu'il s'agit là d'une particule chargée et que ça existe dans un champ électrique, ce sera forcé de passer à la couche conductrice en haut du diagramme et ça va passer par un matériel conducteur. Ça va essayer de relier les électrons, le circuit d'électrons qui est produit, et ça va passer par un circuit et ça va produire du travail d'électrons et ce travail peut alimenter une batterie ou recharger une batterie ou ça peut aussi alimenter votre équipement électrique tel que les ampoules électriques ou les climatisateurs ou un autre nombre de dispositifs médicaux. Prochaine diapo. Voici les composantes fonctionnelles du système photovoltaïque solaire. Premièrement, vous avez les panels solaires qui engendrent de l'électricité. Puis après, les panels seront reliés à un contrôleur de charge solaire qui sont des dispositifs électriques spéciaux qui emmènent l'alimentation vers la batterie. Et puis la batterie est installée dans le système qui va stocker l'électricité. Et puis ces batteries engendrent des courants directs ou du pouvoir DC et tout le type de dispositifs électriques qui se trouvent dans les unités pédiatriques sont alimentés au pouvoir, non, à l'alimentation électrique. Donc, il faut un inverter pour changer ce pouvoir DC en pouvoir AC de courant alternatif. Donc, ça, ce sont vos ordinateurs et vos climatisateurs, vos pompes de fusion. Donc, ceci est un élément essentiel du système PV. Ces systèmes peuvent être en solo euh, ou en autonome ou bien indépendants ou bien ne pas être reliés au système ou ils peuvent être en hybride ou des systèmes en grille. Donc là, l'électricité peut également être sourcée de l'alimentation. Cette électricité peut être utilisée pour alimenter les charges de équipements électriques dans le service pédiatrique et ça peut être utilisé pour recharger la batterie également. Prochaine diapo. Par une journée ensoleillée, lorsqu'il y a beaucoup de pouvoir solaire qui est engendré, s'il y a de l'alimentation en excédent,
l'unité pédiatrique n'aura pas besoin de se fier à l'énergie de la grille et les panels solaires peuvent engendrer assez d'alimentation pour alimenter une unité pédiatrique. Et l'alimentation en excédent peut être utilisée pour recharger les batteries. S'il s'agit d'une journée ennuagée et le montant d'électricité produite par les panels solaires ne satisfait pas de façon adéquate au dispositif d'une unité pédiatrique, l'énergie sera sourcée des panels solaires et l'énergie supplémentaire sera alimentée par les grilles. Donc comme nous le savons, le soleil ne brille pas tout le temps. Donc, pendant une journée très nuageuse ou quand il pleut ou pendant la nuit, qu'il n'y a pas d'alimentation engendrée par les panels solaires, ce sera sourcé de la grille dans ces systèmes en hybride. Lorsqu'il n'y a pas de pouvoir solaire, l'électricité de la grille est utilisée pour recharger les batteries. Prochaine diapo. Comme nous le savons, souvent, le pouvoir de la grille n'est pas non plus euh, disponible. Donc, pendant les journées de pluie ou à la nuit, les unités pédiatriques devront se fier à pouvoir l'alimentation des batteries pour alimenter les dispositifs d'une unité pédiatrique. Vous pouvez aussi avoir des systèmes de sauvegarde qui ne suffisent pas aux panels solaires pour alimenter les dispositifs électriques dans le cadre d'une unité pédiatrique. Dans ce cas-là, la batterie va alimenter les dispositifs électriques d'une unité de soins de santé, mais une bonne règle à se souvenir, si votre unité a des pannes de courant de 8 à 12 heures, vous devrez sérieusement considérer l'incorporation d'une unité solaire dans le cas où l'alimentation électrique n'est pas à votre disposition. Il y a beaucoup de bénéfices dans l'utilisation des systèmes PV solaires. Premièrement, si vos panels solaires produisent assez d'électricité et si vous engendrez plus d'électricité qui a été consommée par les dispositifs électriques, donc c'est une indépendance d'électricité. Au niveau de l'électricité, vous êtes plus résilient en cas de panne. J'ai lu dans les nouvelles que la grille nationale du Nigeria est en panne du fait des problèmes au niveau de la grille électrique. Si votre établissement de santé peut produire plus d'électricité grâce aux solutions solaires qui n'en est besoin, ça leur donne de l'indépendance au niveau alimentation électrique. De plus, les systèmes PV solaires sont très importants dans des endroits où il n'y a pas d'accès à l'électricité. Dans les établissements de soins de santé ruraux, ils sont très adaptés à l'alimentation solaire. Le bénéfice de ce système, il n'y a pas de coût d'électrique ou de carburant. Le coût de carburant a triplé ou quadruplé pendant les années précédentes dans les pays où j'ai travaillé dernièrement. Donc, ces chocs au niveau tarif peut être très traumatique pour gérer les budgets d'un établissement de soins de santé, mais d'avoir une source d'alimentation solaire indépendante peut vous ajouter à votre résilience en cas de perturbation du système électrique. Donc, il y a aussi quand il y a des risques montants de désastres naturels qui peuvent avoir un impact sur nos systèmes électriques. Donc, produire l'électricité et la stocker au niveau local crée beaucoup plus de résilience dans les systèmes électriques. C'est un autre grand bénéfice de ces systèmes. Il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre et qui se sont produits dans l'atmosphère. Il n'y a pas de matière, de déchets engendrés par
les produits fossiles. Donc ça, c'est un avantage. Lorsque vous travaillez avec les fournisseurs qui fournissent des solutions d'alimentation pour vos établissements, vous pourrez peut-être prendre une décision au niveau des solutions d'alimentation et de stockage que vous voudrez faire. Vous avez différentes batteries. Vous avez les batteries en ion et les batteries d'acide de plomb. Les, euh, les établissements de santé devraient choisir les batteries en lithium-ion ou bien choisir l'autre genre. Il y a beaucoup de bénéfices de la technologie, des batteries à lithium-ion. Ils ont une plus grande vie, moins de maintenance, d'entretien, il y a moins de coûts au début, mais sur la vie de la batterie, ça peut en fait avoir, avoir le même coût que les batteries de plomb acide. Donc, les batteries de plomb acide ne durent que 3 ans, donc il faut les remplacer fréquemment et elles demandent plus d'entretien. Pour le seul système PV solaire, c'est une source de carburant propre. Je crois qu'il y a eu un document papier de Harvard à attribuer 10,2 millions de décès prématurés, des prématurés annuellement attribués aux composantes des carburants de fossiles qui un impact sur les enfants de moins de 5 ans parce qu'ils sont très susceptibles aux pollutions de l'air pendant qu'ils se développent. Donc, les systèmes PV solaires n'émettent pas de gaz à effet de serre. Donc, en 2030 et 2050, le changement climatique qui est causé par environ une concentration des gaz à effet de serre du fait la combustion des combustibles fossiles va causer 250 000 décès supplémentaires annuellement qui auront un impact sur les personnes qui ne sont pas encore nées et les petits qui sont déjà nés. Donc, les solutions financières au niveau système solaire, les plus grandes sources de finances climatiques internationales vont venir des gouvernements nationaux ou régionaux. Il y a aux Nations Unies un fonds de climat écologique qui va soutenir des solutions propres d'alimentation dans les pays à revenus faibles ou moyens. Euh, et ce genre de financement ne sont pas susceptibles de soutenir des systèmes de petits hôpitaux et des systèmes d'établissements de santé multiples. Et vous avez des ONG et vous avez aussi le projet de développement des Nations Unies, un projet qui est financé par l'établissement des environnements mondiaux et vous avez aussi le financement du développement mondial. Pour en savoir plus, vous avez un très bon document à publier par l'OMS qui accélérer l'accès à l'alimentation électrique dans les établissements de soins de santé et l'UNDP a aussi une initiative de santé solaire. Merci beaucoup. Merci, cher Patrick, de cette magnifique présentation. Je vais maintenant introduire notre prochain orateur, qui est Vinzemba, qui va nous montrer comment améliorer la disponibilité dans l'utilisation des générateurs de sauvegarde. Exemple du Malawi. C'est la directrice du pays de la Malawi pour les solutions essentielles des nouveau-nés et les technologies Nest 360 à RISE 360 Université.
Elle est maintenant la directrice pour les solutions et technologies des nouveau-nés. Et elle est aussi la directrice de RISE 360 Université. La bienvenue, Evelyne. Merci, Mélissande. Bonjour à tout le monde. Je vais partager des expériences du Malawi pour les systèmes de sauvegarde d'alimentation de sauvegarde dans les unités de nouveau-nés. Mais avant ça, je veux partager un peu les antécédents pour niveau de l'énergie, l'alimentation électrique au Malawi, qui est fournie par le biais de générateurs, mais ça ne fournit pas tous les besoins du pays et d'avoir une alimentation de sauvegarde est nécessaire. Récemment, la Malawi a été frappée de façon répétitive par des cyclones et des problèmes climatiques. En tant que pays, il a dû s'assurer que le pouvoir, l'alimentation était partagée. Donc, lorsque nous avons introduit le programme Nest au Malawi, nous avons commencé par l'évaluation de base. Nous avons découvert qu'il y a des établissements qui sont soutenus et il y avait aussi du pouvoir l'alimentation de sauvegarde. Et donc, maintenant, puisqu'il y avait ces établissements où il n'y avait pas d'alimentation de sauvegarde, il y a eu aussi une intervention pour faire l'évaluation. Donc, nous avons vu qu'est-ce que nous voulions qu'ils aient avant d'installer l'équipement Nest. Donc, il y avait le pouvoir de sauvegarde, l'alimentation de sauvegarde. Ça a donné l'opportunité de discuter avec la direction pour avoir l'alimentation de sauvegarde, pour pouvoir installer Nest dans leur établissement. Je suis heureuse d'annoncer que maintenant, ils ont de l'alimentation de sauvegarde dans leurs établissements. À avoir cette alimentation de sauvegarde en utilisation lorsqu'il y a des pannes de courant est aussi un problème parce que nous avons des défis, l'entretien des équipements et les capacités solaires ne sont pas optimales. L'alimentation ne dure pas assez longtemps et l'équipement n'est pas alimenté. C'est un grand problème au Malawi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, heureusement, après avoir vu les défis auxquels nous faisons face, nous avons surveillé les pannes de courant de plusieurs façons. Nous avons l'évaluation de l'établissement de soins de santé qui fournit des informations. Nous faisons aussi des tests hebdomadaires, des événements hebdomadaires d'appels pour surveiller les établissements et la fréquence des pannes de courant. Et nous avons aussi les patients néonataux qui engendrent des données pour montrer l'utilisation de l'équipement et les bénéficiaires de notre équipement, ainsi que les pannes. Et ces informations deviennent très puissantes pour militer, pour avoir du soutien au sein des établissements et demander l'aide des donneurs et des partenaires. Prochaine diapo. Alors, je veux aussi regarder ce qu'on peut faire pour produire les informations. Voici euh, l'un des établissements. Avant de parler des informations de cette diapo, je voulais partager que les informations de panne d'alimentation qui
en durée de 1 à 2 minutes, 3 à 5 minutes, 6 à 10 minutes et plus de 10 minutes. Dans cette présentation, je vais parler des pannes d'alimentation de sauvegarde pour les épisodes qui ont duré plus de 10 minutes. Vous voyez, de juin 2023 au mois de mai 2024, il n'y a pas un seul mois où il n'ait pas eu de panne de plus de 10 minutes. Ceci nous montre que nous continuons à perdre des petits bébés du fait de pannes de courant que nous aurions pu sauver. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que nous apprenons de cette alimentation électrique intermittente? Nous voyons que les infirmières ont de la réticence à utiliser l'équipement parce que ça prend beaucoup d'efforts à brancher le bébé sur le CPAP. Et après, on ne veut pas faire le même processus tout le temps. La première fois qu'ils mettent le bébé sur le CPAP et l'alimentation est en panne, et après, ils doivent débrancher le bébé, et dès que l'alimentation revient, les infirmières doivent le rebrancher et ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi un risque d'endommagement de l'équipement dû aux augmentations de voltage ou de courant et de pointe de tension ou de surtension. Pour garder la température dans la salle devient un défi. Ça complique le problème déjà en existant d'hypothermie parmi les nouveau-nés. Et il y a aussi l'implication de la direction dans l'utilisation des données, c'est-à-dire des pannes de courant et l'impact. Par exemple, dans un établissement que sommes allés voir pendant la visite, nous avons un nombre de choses. Ça, nous devions rencontrer la direction parce qu'ils ont une étude de direction et de gestion et pour voir comment l'argent est utilisé. Une discussion avec le directeur, les problèmes d'alimentation et les retards de mettre l'alimentation de sauvegarde. L'administrateur a commenté, il a dit, la dernière fois que vous êtes venu, nous vous avez dit qu'il fallait s'assurer qu'il y avait de l'alimentation de sauvegarde et nous avons pris le GMC pour la NASA et nous nous sommes assurés que s'il y avait une panne dans les 40 minutes, l'alimentation de sauvegarde est en marche. Nous l'avons demandé, mais vous savez que dans le NASA, dans la garde de bébés, il y a des dispositifs qui ont besoin d'alimentation, qui leur permet de respirer. On lui a demandé, est-ce que vous pourriez rester 40 minutes sans respirer? On a vu sur son visage que ça lui a vraiment permis de comprendre. Parce que nous ne connaissons pas vraiment l'impact des décisions que nous prenons. Donc, c'est quelque chose qu'il nous faut faire quand nous continuons à soutenir ces établissements. Alors, pour l'avenir, nous devons investir plus dans les systèmes solaires. Et nous devons bien le faire parce que les systèmes solaires ne durent pas assez longtemps et ne donnent pas d'alimentation à beaucoup d'équipements. Nous avons besoin de quelque chose qui a des meilleures batteries. Nous avons aussi d'avoir besoin d'un système qui peut être pour l'alimentation, qui est relié automatiquement et non manuellement pendant une panne. Il faut aussi avoir des surveillances de la tension pour pouvoir surveiller les pannes et l'utilisation des dispositifs. Et l'autre aspect important, c'est de servir des données que nous fournissons pour l'évaluation que nous fournissons. La direction aura accès aux informations au niveau de l'impact des pannes auxquelles nous faisons face dans le pays.
C'est un outil très important. Donc, la direction pourra donner de l'argent pour alimenter les dispositifs. Mais vous parlez aux autres parties prenantes pour qu'ils puissent, et les autres donneurs et bailleurs de fonds pour qu'ils puissent s'impliquer. Sinon, nous pourrions donner des soins de santé de qualité, mais s'il y a des pannes constantes, nous ferons un pas en avant et un pas en arrière. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Evelyne, de cette magnifique présentation, y compris de demander à un administrateur de retenir son souffle pendant 40 minutes. C'est merveilleux de voir le travail du Malawi. Notre prochaine présentatrice, Alexia Marcus, qui va nous parler de mesures fidèles des effets des pannes et des fluctuations de courant. Et Alexia est une scientifique de données et de systèmes, architecte de systèmes de conception de troisième pierre. Elle, elle travaille à Thurstone et coordinatrice du déploiement de systèmes et formation du personnel dans ces systèmes. Alexa va nous parler de ces systèmes et comment nous pouvons en apprendre et en gagner beaucoup. Alexia, la bienvenue. Merci. Merci beaucoup, Mélissante. Je suis contente d'être parmi vous ici aujourd'hui. En tant qu'infirmière certifiée moi-même, je suis en empathie avec toutes les situations décrites. J'aimerais vous parler du système de surveillance ADNI. Tous les bons systèmes font face à des problèmes et nous parlons tous de ceci du grand problème, mais j'aimerais parler du problème de surveiller les pannes de courant. Vous avez vu que l'équipe de Nest et les officiers de données du programme Nest font un très très bon travail de surveiller leurs pannes de courant. Cependant, ça a été fait manuellement. Jusqu'à que l'ADLI soit installé, il n'y a pas de système pour le faire. Comme nous le savons, ce n'est pas efficace comme ça devrait l'être. Ça introduit une plus grande charge de ressources sur les personnes qui travaillent dans l'établissement. C'est difficile à le faire manuellement par rapport à un système automatisé et c'est là où ADLI s'implique. L'électricité dans le système est surveillée automatiquement et ça donne les informations pour assurer que les dispositifs médicaux sont disponibles lorsqu'on en a besoin. Et le système est très fiable, bien plus qu'un système manuel et ça réduit les demandes sur les ressources de l'établissement qui pourraient être ciblées ailleurs. Quand je regarde les systèmes de surveillance avant l'installation du système, il faut se fier sur la prise de manuel de chaque panne. Mais comme vous voyez que les pointes de tension et les pannes sont invisibles et ne peuvent pas être détectées en tant qu'infirmière, je connais très bien ces tableaux manuels, surtout dans des zones très occupées telles que les services pédiatriques ou de nouveau-nés. C'est difficile de former les personnes pour le faire bien. Souvent, il y a des entrées incomplètes. Parfois, on n'arrive même pas à lire l'écriture. Bien sûr, c'est mieux que rien. Et ces informations doivent être surveillées. Mais la solution de Adli, c'est qu'après l'installation, non seulement la qualité de l'alimentation est visible, les données sont réunies pour permettre l'évaluation le résultat sur l'équipement et l'interruption des soins auprès des patients. Vous voyez en bas, vous montrez le voltage dans la zone et parfois vous voyez que ça va vers un seuil bas et ça peut interrompre le fonctionnement des dispositifs et par conséquent le soin des patients. Alors, Adli travaille pour identifier
avec un moniteur à l'arrière du dispositif et ça capture si l'équipement est ouvert ou pas, ou marche ou pas, la température et l'humidité dans la salle et le niveau d'alimentation du dispositif il est disponible. Et ça assemble ces données et les transforme en informations utilisables pour les techniciens biomédicaux, distributeurs et administrateurs des établissements. Ils sont placés dans les services et alimentent les tableaux de bord du système. Donc, au lieu de parler dans l'abstrait, voici comment ça s'agence. Alors, vous voyez que les moniteurs sont installés à l'arrière d'un dispositif et ça peut être mis à l'arrière de n'importe quel dispositif. Voici en haut à gauche, c'est un donneur d'oxygène. En haut à droite, c'est sur le pied d'une machine de thérapie et en bas, vous voyez un système qui relie toutes les données et il y a un surveilleur de système de voltage. Donc, une fois que nous commençons à capturer toutes ces données, nous les affichons sur un tableau de bord qui est utilisé pour aider à identifier les dispositifs médicaux qui ont besoin d'entretien et en particulier les facteurs environnementaux qui pourraient avoir un impact sur l'utilisation de ces dispositifs. L'objectif, c'est de s'assurer que les dispositifs médicaux marchent de façon adéquate, y compris d'avoir de l'alimentation électrique lorsque cela est nécessaire. Vous voyez sur la capture d'écran, montrons le statut des dispositifs et les dispositifs surveillés vous montrent le nombre de ceux qui ont été fermés pour au moins 7 jours et aussi pour le protocole d'entretien, chaque dispositif doit être au moins allumé une fois tous les 7 jours et sinon, ça montre qu'il y a un problème. Donc, ça aide à prioriser les dispositifs que le technicien doit observer. Et en haut à droite, vous voyez le statut de l'environnement. Dans ce cas-là, il y a eu des événements de panne, 8 événements de panne et les événements de température normale, il en va de même pour l'humidité. En dessous, c'est une carte de la chaleur avec une valeur codée par code qui montre l'utilisation au quotidien. Vous voyez rapidement l'impact des pannes ou des facteurs environnementaux sur l'utilisation des dispositifs. Prochaine diapo. Pour le système ADLI, ce pouvoir a été bâti pour le programme NEST 360. On a commencé au Kenya, Malawi, Nigeria, Tanzanie en 2022, installé dans 23 établissements et 371 dispositifs de surveillance. Cette année, nous allons passer à un 5e pays pour inclure l'Éthiopie, 114 établissements et surveiller 2576 dispositifs. Alors, comment est-ce qu'on mesure la qualité de l'alimentation? Nous avons un surveilleur de voltage qui est installé ou de tension qui est installé dans la salle d'hôpital qui les données capturent la tension disponible dans la salle. Combien de volts arrivent dans la salle? Nous montrons un certain genre de prise, mais la prise peut être adaptée à celle qui vous est nécessaire dans la salle d'hôpital. Une fois que ce surveilleur est installé, nous pouvons voir quels sont les seuils qui montrent les pointes de tension de plus de 250 volts et les pannes. Quand vous regardez plus ou moins 10% de ce que le dispositif nécessite sur la base de la création du fabricant. Ces dispositifs sont conçus pour fonctionner à un niveau très spécifique et s'il n'y a pas assez ou trop d'alimentation, ça peut endommager le dispositif. Donc, souvent, les pouvoirs, l'alimentation est entre les seuils, mais il y a beaucoup de variabilité, ce n'est pas stable et ça peut aller en bas de la recommandation optimale d'alimentation et ça, c'est très mauvais pour l'équipement électrique. Ce qui est très intéressant au niveau de ces données, c'est que nous voyons que
la qualité de l'alimentation diffère d'un établissement à l'autre. Vous voyez la variabilité au sein d'établissements. C'est intéressant parce qu'on peut voir que l'alimentation est disponible, c'est toujours au-dessus de zéro, mais c'est toujours en dessous du niveau dont le dispositif a besoin pour bien fonctionner. On ne peut pas détecter ceci avec une surveillance manuelle parce que ceci est invisible. C'est aussi quelque chose qui va endommager le dispositif au fil du temps. Il y a la variabilité et c'est toujours en dessous des besoins du dispositif. Dans l'établissement numéro 3, nous voyons que nous avons l'alimentation, mais au début du graphe, on voit que ça va constamment tomber en dessous de zéro, donc beaucoup de pannes dans très peu de temps, et après ça remonte à un niveau normal et à un niveau, ça va très bas en ne donnant pas assez d'alimentation au dispositif pour qu'il reste en marche. Et en plus, vers la droite, on voit que l'alimentation tombe vers zéro et forme une ligne plate pendant bien longtemps et on revient à ce schéma variable à nouveau. Donc, c'est un profil très différent d'un établissement à l'autre. Sur la prochaine diapo, je vous montrerai un établissement qui a du mal avec des pannes complètes. Quand nous sommes dans le seuil de normal, tout va bien, mais il y a beaucoup de baisse vers zéro. Donc, il s'agit là d'événements très importants qui interrompent les soins de santé et les infirmières ne voudront pas brancher le bébé sur le CPAP lorsque l'alimentation est coupée. C'est comme bloquer les passages nasaux du petit bébé et il n'a pas le pouvoir de respirer. Donc, ça empêche l'infirmière de brancher ou l'infirmier de brancher le petit bébé sur le CPAP parce que ça prend trop de temps. Alors, sur le tableau de bord, on établit tous les événements, on les affiche et vous voyez que les pannes de courant sont très fréquentes, souvent plusieurs fois par heure. Et donc, après, nous exportons les données. Ce que nous voyons à ce niveau avec ces données, c'est leur grande valeur. Et que nous avons une mesure fidèle des valeurs de l'alimentation. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de militer pour l'investissement dans un système solaire comme Padraig l'a décrit et en ayant une quantification fidèle non seulement du nombre de pannes, mais le décret de la variabilité de l'alimentation. Ça va nous permettre d'avoir cette prise de décision basée sur les données, sur le genre de système nécessaire sur lesquels investir. Un autre point clé, c'est que ceci va aussi empêcher les données de montrer l'efficacité des interventions. Vous pouvez leur montrer un avant et après, comment la qualité a amélioré grâce à l'intervention. Et ça, c'est un bailleur de fonds. C'est ce qu'un bailleur de fonds qui investit dans le système va vouloir voir et ça va aider les établissements locaux pour surveiller l'intervention et s'assurer qu'il y a assez d'alimentation disponible de bonne qualité, le système solaire est entretenu, le générateur est disponible lorsque on en a besoin. Ça va continuer à fournir la valeur même après l'investissement dans l'intervention de qualité d'alimentation, que ce soit le système solaire ou un autre générateur. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Alexia, de nous avoir expliqué. Nous avons appris. Ce n'est pas seulement la fiabilité et la qualité de l'alimentation, ce qui concerne la fonctionnalité du système et pour nous assurer qu'il n'y a pas de panne
de dispositifs du fait de panne de courant. Maintenant, je vous remercie pour vous dire comment est-ce que les pays à revenu faible ou moyen peuvent obtenir ce système de surveillance pour avoir des données, pour pouvoir avoir une alimentation plus fiable. Merci beaucoup, Mélissande. Si l'établissement fait partie du programme NEST, nous prévoyons de surveiller tous les dispositifs dans tous les établissements du programme NEST. Dans les établissements en dehors du programme NEST, ils peuvent me contacter directement. Mes informations de contact peuvent être partagées avec la présentation. Vous pouvez envoyer un mail à info@airtechnology.com et j'accueille toutes vos demandes et questions. Merci beaucoup, Alexia. Maintenant, je vais passer le micro à Joy pour donner les remarques de clôture et merci à tout le monde de votre écoute. Nous pensons que nous aurons un appel à l'action pour nous assurer que l'alimentation est disponible pour les unités pédiatriques. Merci, Mélissande, une femme très puissante, une magnifique ingénieure. Merci d'avoir hébergé cet événement et de toutes les personnes qui ont parlé. Pardon, on en apprend toujours beaucoup des ingénieurs qui dissectent toutes les solutions. Pour souligner, c'est où se trouve l'alimentation. Nous savons que les nouveau-nés sont très vulnérables, ils n'ont pas de voix et souvent leurs donneurs de soins n'ont pas de, et leurs soignants n'ont pas de voix non plus. Donc, je salue les façons innovantes de pas d'amener les personnes au pouvoir, de penser aux conséquences pour les bébés. Non, il faut avoir des données, nous en servir, mais nous pouvons aussi utiliser des approches qui amènent le côté humain à l'importance cruciale de ceci. Veuillez bien partager ces ressources. Le film sera disponible en anglais et en français, donc veuillez bien le partager à tout le monde et pensez à comment sans changer la situation dans l'outil la trousse d'outils de changement. Nous ne voulons pas passer trop de temps à admirer le problème, nous voulons trouver des solutions. Donc, contactez-nous au sujet du pouvoir solaire, comment surveiller la qualité de votre alimentation, comment le changer, comment interagir avec vos administrateurs d'hôpitaux pour que les unités soient protégées. Et veuillez bien et si vous avez des ressources utiles ou des façons, des idées sur comment vous avez réussi à solutionner ces problèmes, veuillez bien les partager. Nous aimerions recueillir vos pensées à ce sujet. Je suis heureuse de vous dire que nous avons un nombre de webinaires importants qui vont venir pour la situation humanitaire. Nous aurons des données euh, sur en Israël et en Gaza sur les problèmes en français et aussi traduit en anglais. Veuillez bien vous joindre à nous pour ceci et Lorraine ou Toby peuvent l'annoncer dans le chat. Nous avons un aussi très important sur la nutrition et l'allaitement pour aider pour la semaine de l'allaitement. Nous avons des récents donc veuillez bien le partager et donnez-nous vos idées. Nous aurons un autre séminaire. Nous avons eu 28 000 utilisateurs et nous aimerions en ajouter aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir participé aujourd'hui. Beaucoup des orateurs magnifiques et l'équipe de la trousse d'outils qui a tellement travaillé. Ah, merci à Lorraine, la traduction, l'équipe d'interprétation qui est magnifique. Nous vous remercions et veuillez bien partager et allons de l'avant plus rapidement et donnons du pouvoir à notre travail pour bénéficier